Aujourd'hui, on parle consommation de drogue et risques sexuels sur cette thématique du mois de mars. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne journée de la femme à toutes et tous pour votre côté féminin. Voilà. Je la remets dans l'ordre. L'Art Café d'aujourd'hui est enregistré comme les autres, donc vous pourrez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Et ce que je vais vous demander, c'est durant l'intervention donc de Victor et de Fanny, de bien couper vos micros pour éviter tous les bruits parasites. Et puis, si vous avez besoin de poser des questions, alors je ne sais pas comment tu veux faire, Victor. Est-ce que c'est mieux à la fin? Est-ce que c'est mieux pendant? Comme vous voulez. Ça pas... Bon, bah, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les poser en... Levez peut-être la main, manifestez-vous de cette façon-là. Il y a le chat aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, du coup, on voulait parler donc de risques sexuels et de consommation de drogue. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où la question du sexe est quand même, il y en a un peu de partout, on en parle beaucoup, donc on pourrait rapidement penser que finalement c'est un sujet qui est assez facile d'accès finalement, euh, plutôt décomplexé. Alors ce qui est en partie vrai. Mais c'est vrai que, bon, faut pas oublier que la sexualité touche à ce qu'il y a de plus intime à l'intérieur, voilà, plus intime en chacun de nous. Donc, du coup, ça rend quand même, ça reste un sujet qui reste quand même très sensible et délicat. Alors, c'est vrai qu'on parle de la santé de façon générale, de façon aisée, courante, la santé sexuelle beaucoup moins. Et pourtant, ça reste quand même un sujet central. Alors surtout, on en parle moins, surtout quand c'est associé à un autre sujet tabou qui est celui des addictions ou des consommations de drogue, et notamment chez les jeunes. Alors c'est vrai que les risques sexuels, hein, ils sont nombreux. On parle, il y a les maladies, il y a tout ce qui peut se transmettre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la soumission chimique, hein, donc ces consommations à son insu. Donc, on connaît évidemment le GHB, mais il y a évidemment d'autres produits qui sont très vite détournés, d'ailleurs beaucoup plus présents que le GHB, hein, comme les benzodiazépines, les somnifères, les substances illicites ou l'alcool aussi hein, peut être poussé à la consommation. Donc ça reste des risques qui sont très présents chez les jeunes aussi beaucoup. Voilà, alors pour cette petite introduction, donc euh, aujourd'hui, donc on va parler du coup de ces sujets de façon assez décomplexée avec Victor Dupéret que peut-être vous connaissez déjà, qui est coordinateur général de Aide à Avignon, et normalement Fanny Gogler, qui est l'animatrice de prévention du planning familial d'Avignon aussi, qui co-animait avec Victor cette session, mais qui visiblement pour le moment est un petit peu en retard. Donc, on va. Victor, il nous a prévu un super truc. Donc, on va commencer par Victor et puis on verra au fur et à mesure si Fanny nous rejoint. OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon écran. J'ai enfin trouvé comment on faisait. Voilà. Attends, je coupe mon micro. Hop. Alors, donc, pour commencer cette présentation, je vais vous proposer d'abord, d'ordre général, d'aborder les questions de sexe et d'addiction. Comment on aborde ça lors de nos entretiens. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir aborder des questions sur les pratiques qui induisent des risques et de permettre aux personnes de les orienter correctement. Donc, on va parler un peu de réduction des risques sexuels. Je ne sais pas si si vous connaissez un petit peu la réduction des risques dans le cadre de prévention de consommation de drogue. Donc, je vais vous proposer qu'on parle de réduction de risques sexuels, qui, contrairement à la prévention, est une démarche utilisée pour informer, proposer des moyens d'éviter ou de minimiser les risques de contamination ou de surcontamination, soit à des infections sexuellement transmissibles ou de grossesse non désirée, dans un rôle individuel et collectif. Donc, dans le cadre de la réduction des risques,
on agit avec les personnes plutôt que pour les personnes afin de promouvoir l'approche globale en santé, avec un objectif final de transformer la société. Permettre aux personnes d'identifier à quel moment elles décident de prendre un risque ou de s'en prémunir, et également de savoir comment se prémunir d'un risque. Alors, pour aborder les questions personnelles en entretien, je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu comment on aborde les questions. Donc, voici ce qui est les bons outils pour instaurer un climat favorable en entretien. Déjà, c'est d'utiliser un langage adapté à la personne avec qui on communique. Poser le cadre, c'est-à-dire expliquer à la personne comment va se passer l'entretien. Parler de bienveillance, de non-jugement, d'indiquer à la personne que tout ce qu'elle va nous dire va rester confidentiel. Ça va rester entre la personne et nous. Et enfin, dans un dernier temps, ne pas présupposer. Ce n'est pas parce que la personne a l'air d'un garçon qu'elle se considère comme un garçon, par exemple. Ce n'est pas parce que la personne a des traits féminins qu'elle se comporte comme une femme, etc. Et enfin, une chose qui est très importante, c'est que c'est la personne avec qui on communique qui est au cœur de cet échange. Et comme on a deux oreilles, on écoute 2 fois plus que l'on parle. Alors, pour mener à bien ce genre d'entretien, l'idéal est d'utiliser les principes de l'écoute active. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec l'écoute active, mais l'écoute active, elle fait appel à différents leviers, notamment la reformulation. Donc, on va reformuler ce que la personne nous a dit, on va synthétiser, on fait des silences afin de s'assurer que la personne a fini de parler. On observe beaucoup le langage corporel, on écoute les émotions, on manifeste de l'intérêt pour ce que la personne est en train de nous dire, on montre de l'empathie, on reste concentré sur ce qu'elle nous dit et on questionne. Alors, pour montrer de l'empathie, je vais définir un petit peu ce que c'est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre pour arriver à se mettre à la place d'autrui. Il faut également faire preuve de congruence. Donc, pour être congruent, il s'agit d'être connecté à nos valeurs profondes, à nos besoins, à nos émotions et les exprimer sans faux semblant à travers nos attitudes et nos comportements. Donc, pour aborder les questions d'ordre sexuel, et notamment aborder les IST, je vais vous donner un petit peu une idée de ce que sont les IST. Donc, les IST sont des infections qui se transmettent principalement lors de relations sexuelles non protégées par un préservatif interne. Pardon, excusez-moi. On s'en protège par un préservatif interne ou externe, des gants ou dans le cas, pour le cas des IST manuportés, par le partage de sextoys lors de rapports bucogénitaux ou bucco-anaux non protégés par une digue dentaire ou un préservatif. Si vous voulez, à la fin, je vous expliquerai ce que sont ces différents outils. Victor? Oui? Juste à titre d'information, Fanny arrive. D'accord, merci. Il y a 10 minutes, elle est en retard. Ok, très bien. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'IST, la blénorragie à gonocoque, qu'on appelle aussi la chaude-pisse, les chlamydia ou chlamydiose, l'hépatite A ou hépatite B, hépatite C, herpès génital, mycoplasme et papillomavirus. Donc, toutes ces IST ne sont pas synonymes de personnes qui auraient des problèmes d'hygiène, par exemple. Donc, c'est important de ne pas culpabiliser la personne puisqu'elle a eu une IST. Ça peut être vraiment un accident lors de relations sexuelles. Donc ensuite, ce qui est important de savoir sur les IST, c'est qu'elles vont fragiliser les muqueuses et augmenter considérablement les risques de contamination au VIH/SIDA. Donc, pour se prémunir du VIH, il y a différents moyens.
Aujourd'hui, le seul moyen de se prémunir du VIH n'est plus le préservatif. Il existe d'autres outils. En cas d'accident, par exemple, si un préservatif craque, il existe un traitement d'urgence. Donc, ce traitement d'urgence, vous pouvez l'obtenir assez facilement en allant aux urgences, comme c'est indiqué dans son nom. Vous avez 48 heures après la prise de risque pour vous rendre aux urgences ou dans un centre de dépistage anonyme et gratuit qu'on appelle aussi Cégide. Donc, au bout de 48 heures, un médecin va évaluer avec vous si vous avez besoin ou non de prendre ce traitement. Il y a l'utilisation de matériel stérile dans le cadre de consommation de produits psychoactifs. Donc, pour tout ce qui est usage de drogue, je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui, ici, vous devez avoir une petite idée de comment en obtenir. Il y a le traitement du VIH. Alors, on met le traitement du VIH comme moyen de se prémunir du VIH, car une personne sous traitement qui a une bonne observance de son traitement, après 6 mois, devient ce qu'on appelle indétectable, c'est-à-dire que la charge du virus dans son corps baisse et ne permet plus une contamination au VIH. Elle ne permet plus de contaminer les partenaires de cette personne. Ensuite, il y a la PrEP. Donc, la PrEP est un traitement préventif que l'on prend avant une prise de risque. Donc, il y a 2 moyens de la prendre, soit un cachet par jour, comme une pilule contraceptive, ou 2 cachets 2 heures avant la prise de risque, un cachet 24 heures après la prise de risque et un autre cachet 48 heures après la prise de risque. Donc, ces outils sont l'ensemble des moyens pour se prémunir du VIH. Donc, le dernier des moyens, excusez-moi, j'ai oublié, c'est le dépistage, puisque une fois qu'une personne sait qu'elle est séropositive, elle peut rentrer dans un cycle qui va lui permettre de ne plus être contaminante, comme je vous l'ai expliqué avec le traitement VIH. Donc, pour orienter les personnes qui souhaiteraient se faire dépister des IST, vous pouvez les orienter vers chez nous, vers Aide pour le dépistage du VIH, de l'hépatite B ou de l'hépatite C, vers le Cégide d'Avignon, de Cavaillon, de Carpentras et d'Orange, vers le planning familial pour le dépistage de certaines IST et du VIH, et sinon auprès de médecins généralistes. Les principes que je vous ai évoqués pour parler des relations sexuelles et de la sexualité avec les personnes vont être les mêmes pour parler des consommations de drogue. Même sans connaissance sur les consommations de drogue, le fait d'accueillir la parole de la personne va permettre à la personne de mettre des mots, ce qui va lui permettre après d'enclencher des mécanismes qui vont peut-être lui permettre de sortir de ses consommations ou d'avoir envie d'en sortir. Donc, il est toujours important, lorsque vous abordez les questions de consommation de drogue, de garder le non-jugement et la bienveillance. Et aussi, également, de permettre de questionner sur le sexe avec échange, le sexe sous contrepartie, tout ce qui est logement, produits, argent. Et comme l'expliquait également Marion en début d'Art Café, de parler aussi de sexe, avec utilisation de produits, de sexe consenti avec consommation de produits. Et voilà. Donc, pour aborder les questions de drogue, vous pouvez orienter les personnes toujours vers Aide, vers le XAPA, les 2 XAPA d'Avignon. Donc, il y a le XAPA d'Addiction France et le CAP 14, et vers l'hôpital des addictions Guillaume Broutet. Annie est arrivée, je vais lui laisser la parole. Sinon, je vais répondre à vos questions, si vous en avez. Fanny est arrivée, je ne vois pas du coup tous les participants.
Non? Je ne vois pas non plus. Je vais Oui. arrêter le partage d'écran. Ouais, merci. OK. Bon, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'a présenté Victor? Alors, attendez, je vois en chat. Antenne sur... Oui, alors, il y a l'antenne pour, en plus, avoir une précision, il y a donc les deux XAPA d'Avignon, mais il y a aussi l'antenne de Pertuis euh, qui dépend du XAPA d'Aix, qui est là les mardis et les vendredis matins aussi. Hein. Vous pourrez orienter si vous avez des personnes sur le secteur là-bas. Du coup, toi, Victor, dans ta pratique, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est assez fluide de parler de sexualité avec les personnes? Comment, concrètement, comment ça se passe? Bon, voilà, est-ce que c'est assez fluide Alors, ou est-ce que tu vois il y a des choses qui résistent? Comment... alors, nous, pour parler de sexualité, c'est assez facile parce que déjà, bah, c'est le cœur de notre métier, puisqu'on parle essentiellement soit de consommation sexuelle, soit de consommation de produits psychoactifs, ou les deux. Vraiment, ce qui est important, c'est c'est ce que je disais au début de la présentation, hein, c'est vraiment de poser le cadre, c'est-à-dire d'expliquer à la personne qu'on est là pour l'aider, pour l'accompagner, que tout ce qu'elle pourra nous dire va nous permettre ensemble d'identifier des clés pour soit pour l'orientation, soit pour l'orienter, soit pour qu'elle-même puisse mettre en place des choses assez simples pour se prémunir d'un risque de consommation de produits, d'un risque de contamination d'IST, de se retrouver dans une situation où elle ne veut pas se retrouver, Mm, mm, de savoir quoi faire en cas de problème pour elle et ou son entourage. ouais, ok. Et c'est vraiment au travers la bienveillance, le non-jugement et l'écoute. C'est vraiment la base de tout ça. C'est pour ça que je trouvais important, quand on a construit cette présentation, de vraiment présenter comment aborder l'entretien individuel. D'accord, avec les principes indispensables. Tout à fait. Je crois que Fanny est là. Fanny, il y a beaucoup Je de ne monde. suis pas Fanny, je suis Michel. Bah dis donc, Bonjour la voix de... Michel. Bonjour. Juste une toute petite précision. Quand les gens vont aux urgences pour un traitement d'urgence, ils ressortent avec un traitement d'urgence et c'est au bout de 48 heures qu'il est décidé de continuer ou pas. Mais on ressort toujours avec un traitement d'urgence. C'était juste une petite précision. Ah oui, quand il y a eu un comportement avec mise en danger, c'est ça? Voilà, Ouais. on n'attend pas les 48 heures pour décider de mettre un traitement. On met un Ah non, traitement et au bout de 48 heures, c'est réévalué. par D'accord. contre, Michel, ce que je voulais dire, c'est qu'on a jusqu'à 48 heures pour aller aux urgences. Tout à fait. Non, mais parce que Si j'avais on y va au compris. bout de 50 heures, ils nous disent que c'est trop tard. C'est vrai. Sauf parfois en cas de Ouais, viol ou de parfois, choses ça comme ça. marche, mais Ils ont un petit peu des. Voilà. Voilà. Ok, Michel, ok. Bon, bon, je ne sais pas, Fanny, si elle était là ou pas. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des soucis de connexion au niveau de Fanny. Euh, Victor, du coup, est-ce que toi, tu pourrais, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la question du chemsex, c'est des choses on entend un petit peu parler. En attendant que Fanny arrive, est-ce que tu pourrais rapidement nous parler un petit peu de ce que c'est que ce phénomène dont on parle de très plus en bien. plus, s'il te plaît? Alors, je vais vous parler un petit peu du COMSEX. Je vais faire une petite introduction parce que je crois que c'est le sujet d'un des prochains Art Café qui viendra dans quelques semaines. Donc, le C'est pas COMSEX, grave. comment? C'est pas grave. Non, vas-y, c'est pas grave. Alors, le COMSEX, c'est une tendance qui est émergente dans le milieu des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui utilisent des produits psychoactifs de différentes sortes. Donc, ça peut être des nouveaux produits de synthèse, comme des catinones. Donc, il en existe une quantité infinie de sortes, de différentes sortes. Sachant que le plus connu est la 3-MMC. Ensuite, il y a l'utilisation de produits qu'on appelle
le GHB-GBL, qui est connu comme la drogue du violeur. Donc, ce produit va agir sur les mêmes capteurs que l'alcool à peu près et va donner une sensation de… comment dire? On va rendre la personne un peu… Et brilleuse un peu, c'est ça? Un peu saoule. Mmh. Ensuite, il y a il peut y avoir l'utilisation de cocaïne, enfin, tout ce qui est stimulant, l'utilisation également de kétamine et également l'utilisation de crystal meth. Donc, les consommations de ces produits, ensemble ou pas, vont créer un effet… la personne va être stimulée, va pas avoir envie de dormir, va être excitée et va être amenée à avoir des relations sexuelles durant beaucoup d'heures, mais genre ça peut durer 3-4 jours. Et durant ces temps-là, il va y avoir différents risques qui vont être encourus. Donc, selon le mode de consommation des produits, que ce soit en injection, les mêmes risques que l'on connaît déjà pour l'injection d'héroïne ou l'injection de produits substitution ou d'autres drogues, c'est-à-dire une contamination aux hépatites, au VIH. Il va y avoir aussi des risques au niveau des IST, avec les mêmes IST que je vous ai présentés tout à l'heure. Et également des risques psychosociaux, puisqu'on ne voit pas passer le temps, donc on va avoir des problèmes d'hydratation, des problèmes pour être concentré, des problèmes de fatigue. Et c'est le risque de louper son travail, par exemple, ou d'être complètement déconnecté du monde. Est-ce que toi, ce sont des pratiques que tu vois de plus en plus? Alors, c'est des pratiques qu'il est important de questionner. Je ne sais pas si on en voit de plus en plus, mais en tout cas, c'est des pratiques à risque dont les personnes qui consomment n'ont pas l'impression de prendre… Elles ont souvent l'impression de maîtriser ce qu'elles font. D'accord, ouais, ok. Et donc, c'est important de questionner, de montrer que la personne a la place de venir s'exprimer à des endroits safe pour pouvoir voir à quel moment, en fait, il y a une perte de contrôle. D'accord, ok. Ok. Est-ce que chez les jeunes, je ne sais pas si au niveau de aide, des fois tu as un public assez jeune, est-ce qu'il y a des pratiques qui émergent? Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques au niveau de aide? Moi, au niveau de aide, pour être honnête, je ne fais pas trop de distinguo d'âge. Ouais, Je trouve qu'on a souvent tendance à oublier que différents canaux de communication et que quand on a tendance à vieillir, on oublie qu'il y a des canaux de communication qui ne nous sont pas adaptés. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de canaux qui sont faits et à destination des jeunes qu'on ne voit pas. Et je trouve que dans ceux qu'on rencontre, ils sont quand même plutôt assez bien informés. d'accord, ouais. Donc, Euh, Après, pour aborder les questions de Comsex, par exemple, chez nous, à Aide, on est présent sur les applications de rencontres au quotidien. Donc, pour vous donner un exemple, moi, tous les jours, à côté de mon bureau, bon, là, je ne suis pas au bureau, mais j'ai comme mon téléphone portable, j'ai ma tablette qui est connectée tous les jours sur les applications de rencontres. Et si des gens ont des questions, je peux leur répondre en direct. ah oui, d'accord, ok. Donc, au niveau des canaux, déjà, pour tout ce qui est aborder les questions de Comsex, on est présent là où les Comsexers vont échanger avec d'autres personnes pour faire du Comsex, entre guillemets. D'accord, ok. Donc, tout ce genre de canaux de communication ne sont pas forcément connus pour tout le monde. Et c'est pareil pour les jeunes. Il y
y a des moyens de communiquer, que ce soit à TikTok, via Facebook enfin, Facebook, c'est pour les vieux maintenant. J'ai appris ça ce week-end. Via Instagram. Ok, d'accord. Bon. Je pense qu'il y a des comportements à risque, hein, ça c'est sûr. Je ne renie pas les comportements à risque des jeunes, mais en tout cas, je pense qu'il y a des canaux qui leur sont dédiés. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ok. Merci à toi pour ces précisions. Fanny nous a rejoint. Hop, je suis en train d'y envoyer un petit mot. Bonjour. Bonjour Fanny. Je te vois. Ah, ça y est, je te vois dans la vignette. Bonjour. Oh, 1000 excuses pour ce retard. C'est bon, écoute, on a fait la partie de Victor, on a pu parler d'autres choses. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez que je présente un petit peu le planning? On travaille du coup avec Victor pas mal en partenariat avec l'association AIDS. Est-ce que ça vous va? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Fanny Gogler, je suis responsable de l'organisme de formation planning familial. Je ne sais pas si tout le monde est du 84 ou plus ou moins, je suppose, de région avignonnaise et plus largement Vaucluse. Donc, on est sur la Rocade. Le planning familial, c'est un lieu d'accueil, d'écoute autour des questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est aussi pour le centre d'Avignon un lieu de permanence gynécologique, un centre d'orthogénie et un centre de santé sexuelle. On propose des dépistages, des infections sexuellement transmissibles. Donc, on a cette double particularité qui fait que chez nous, sur des consultations gynéco, on a un premier temps d'écoute avec une conseillère ou un conseiller conjugal et familial. Et dans un deuxième temps, des rendez-vous gynéco qui sont posés. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous nous connaissent un petit peu. Je vois qu'il y a le passage. Et sur le planning familial, on porte aussi un point d'accueil écoute jeune, ce qui est l'équivalent du passage sur Carpentras. En termes pour revenir un peu à notre sujet, je ne sais pas, Victor, si tu avais projeté le PowerPoint qu'on avait co-construit ou non. Si, il l'a projeté. Il est en pause. Il est en pause. Est-ce que tu veux que je le repartage? J'en étais au suivi gynécologique, du coup. Ok, ben ouais, je veux bien. Hop, est-ce que c'est bon? Donc, on en est... Déjà, petite information un peu pratico-pratique. À quel moment on démarre son suivi gynécologique? Donc, c'est est-ce que vous savez un peu répondre à cette question-là, vous en tant que professionnel? Est-ce que vous pouvez dire la slide à brut pour point? Vous pouvez mettre dans le chat aussi, hein, sinon ouvrez les micros. Hein. Puisque on dit souvent qu'on démarre un suivi gynécologique la première année des rapports pénétrants. Et si on n'a pas démarré sa vie sexuelle pénétrante, en fait, on dit grosso modo qu'il faut démarrer son suivi gynéco à partir de 25 ans. Donc, c'est une consultation par année. On démarre les frottis à partir de 25 ans. Sauf cas particulier où s'il y a un problème. En tout cas, grosso modo, la trame en santé sexuelle, elle se situe là. Au planning familial, du coup, on a des gynécos qui font ce suivi-là, des sages-femmes qui sont habilitées aussi maintenant à faire ce suivi gynécologique. Ça, c'est peu connu et on peut donner aussi cette astuce-là au public qu'on rencontre, d'aller consulter une sage-femme. Souvent, en termes de délai, c'est un peu plus réactif. Et on a aussi des médecins généralistes qui ont un diplôme universitaire en gynécologie qui interviennent au planning. Que ce soit au planning familial, où on est une association qui porte un projet associatif. Et vous trouvez aussi ce qu'on appelle des centres de planification dans les structures hospitalières, les EDS, qui, elles, sont des services de l'État, public, du département, pour être plus précise, et qui, elles, ne portent pas un projet associatif.
En termes d'accessibilité, du coup, à la gynéco, il y a vraiment un enjeu à ce que les personnes se fassent suivre en accès à la gynécologie, particulièrement quand il y a des prises aussi Ah, Michel nous dit tous les médecins généralistes sans diplôme supplémentaire peuvent effectuer un suivi gynéco. Bon, ben voilà, heureusement qu'on a un peu les précisions. Donc ça, c'est une possibilité. Si certains d'entre vous seraient motivés, n'hésitez pas à venir nous voir. Je ne sais plus où on était. Donc, sur les centres de planification, on peut aussi avoir un suivi gynéco qui est accessible et pris en charge pour les mineurs. Ça, c'est très important de le rappeler. La loi évolue quand même pas mal sur ces sens-là maintenant avec la prise en charge pour les moins de 25 ans des contraceptifs hormonaux. Il n'y a pas encore cette gratuité sur les centres de planification. On espère qu'un jour, on y arrivera. En tout cas, pour les mineurs, tout est pris en charge et vous pouvez tout à fait accompagner, vous, dans vos parcours professionnels, des mineurs sur des centres de planification qui n'auraient pas la possibilité de faire la démarche eux-mêmes. Merci, Victor. Il y a beaucoup de craintes quand on parle des addictions, surtout au niveau de la contraception hormonale. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de suivi ni quoi que ce soit. Du coup, Michel, je parle sous ton chapeau. Mais on a beaucoup de personnes aussi qui s'éloignent d'un suivi gynéco et notamment de l'accessibilité à la contraception avec des pratiques, je pense notamment celle à laquelle on se confronte le plus, c'est celle de la cigarette, où les personnes nous disent moi, je n'ai pas de contraception parce qu'en fait, je suis fumeuse. Donc, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est très, très régulier. Donc, bien sûr, nous, notre métier, c'est de faire de la prévention. On peut très bien aller leur dire oui, vous pouvez fumer un peu moins. On est toujours dans mon métier, ce n'est pas la question. Mais par contre, on peut les inviter aussi à venir consulter un ou une professionnelle de santé pour savoir à quoi ils ont accès en fonction de leur consommation. Le but étant de rallier le plus possible les personnes à une question de suivi gynéco, de santé sexuelle plus largement. Est-ce que vous voyez des choses peut-être qui ont été évoquées sur les questions de contraception en termes de prise de consommation, choses comme ça? Au niveau des représentations, je ne sais pas si toi, peut-être de ton côté, il y a des choses qui émergent. Oui, en termes de représentation. Alors, attends. Hop. Ah, Michel. Est-ce que dans la question, c'est est-ce que vous avez d'autres représentations ou ce que peut renvoyer les usagers autour de consommation et contraception? Non? Pas vraiment. Celle-là, c'est la plus connue, c'est la plus courante qu'on retrouve. En tout cas, voilà, c'est vraiment indiquer les personnes, même s'il y a une consommation, peu importe la consommation, d'aller consulter un professionnel de santé qui pourra peut-être adapter une contraception. Et d'aller y réfléchir. On ne connaît pas tous les moyens de contraception non plus quand on n'est pas spécialisé sur ce secteur. Donc, ça vaut vraiment le coup de conduire les personnes de plus en plus sur des centres de gynécologie pour qu'on fasse un accompagnement, qu'on présente tous les moyens de contraception qui sont proposés et voilà, qu'il y ait une orientation qui puisse être faite. Alors, il y a Philippe qui dit une des représentations, c'est que le DUI est contre-indiqué après une IST. Oui, ça c'est une des représentations qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment mener les personnes à dire en fait, vous avez eu une IST, on va peut-être faire un point de où vous en êtes, est-ce que tout est réglé et voir un petit peu s'il y a une accessibilité sur un DU, notamment celui qui est le plus publicité. On est beaucoup dans une génération qui ne veut plus d'hormones, donc c'est celui au cuivre. Dispositif intra-utérin, c'est pour le DIU. Oui, pardon. C'est l'équivalent du stérilet. Stérilet ayant le mot stérile dedans, ça faisait un peu tiquer les gens.
Donc, du coup, on va préférer sur des protocoles en santé sexuelle de parler plutôt de dispositifs intra-utérins. Ça permet aussi aux personnes de visualiser où se pose un stérilet. Hop, j'ai fourché. Dispositif intra-utérin. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Victor, du coup, est-ce que tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît? Hop. La question du désir de grossesse aussi peut être abordée sur des entretiens qu'on peut mener au planning familial par rapport à toujours ces prises de consommation, peu importe la consommation. Hein. Et avec des fois, ce qu'on peut accompagner, c'est dire qu'il y a une baisse de fertilité qui peut être liée à ça et des risques qui peuvent conduire sur une grossesse pathologique. On a plus, nous, on ne fait pas du tout d'accompagnement sur ces grossesses-là. D'ailleurs, on ne fait pas de suivi de grossesse au planning familial. Mais par contre, on travaille en prévention quand les gens peuvent peut-être nous parler de certaines consommations qu'ils peuvent avoir. On peut commencer, et d'un potentiel désir de grossesse, on peut commencer à travailler en prévention en disant attention, peut-être on vous conseille d'aller d'aller faire des démarches auprès d'associations qui seraient en capacité de vous aider pour qu'au mieux puisse se réaliser ce désir de parentalité en fait. C'est pas notre cœur de métier, ça. C'est pas tous les jours sur lequel, mais on peut être habilité à le faire. Est-ce que tu peux du coup changer aussi, sauf s'il y a des questions par rapport à ça? Pour les petites infos, du coup, pour le planning familial et AIDS, je ne sais pas si Victor t'en a parlé sur le début du temps d'échange. Où est-ce qu'on pouvait nous trouver? Non, j'en ai pas parlé. Voilà. Avec une dernière petite diapo, je pense que le diaporama sera envoyé. Oui. Où est-ce qu'on peut nous solliciter? Oui, on l'enverra, ouais. Ok. Du coup, vous, au niveau du planning familial, est-ce que par rapport aux jeunes éventuellement, est-ce que vous remarquez des choses particulières par rapport à des consommations? Est-ce qu'il y a des retours que vous pouvez avoir comme ça de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs? Pas que jeunes. Au niveau du planning? Ah, pardon, je n'avais pas. C'était général là. J'ai déjà demandé à Victor tout ça. Au niveau des consommations, non, pas forcément plus qu'avant. Sur les addictions qui sont développées, nous, on peut voir plutôt sur les écrans. Donc, ce n'est pas forcément des prises de consommation. On a pu accompagner, par contre, cette année, des étudiants et étudiantes qui se sont retrouvés avec dans leur verre sur des soirées étudiantes, notamment au début de l'année, avant que tout ferme. C'était un dérivé de GHB dans les verres, mais ce n'était pas des consommations, en tout cas de ce qu'on en a compris, ce n'était pas des consommations qui étaient voulues, c'était des consommations qui étaient versées. Donc, ça a été notre plus gros rush. Je dirais que l'addiction au planning, ce n'est pas notre cœur de métier. Ça peut nous arriver qu'on nous en parle dans nos entretiens individuels. Dans nos actions collectives aussi qu'on mène de prévention, qu'on mène dans les lycées, dans les collèges, dans les établissements de public porteur de handicap. Mais c'est vrai que la file active par rapport à une association comme AIDS, ça n'a rien à voir au niveau de la prise. Bien sûr. Donc voilà. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est effectivement sur des temps bien particuliers, notamment sur des temps de contraception, des gens qui nous disent je prends ça, je prends ci, je prends ça. Et après, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je travaille beaucoup dans le secteur du handicap en fonction aussi de
de prise de médicaments surtout, de traitement quand il y a un désir de parentalité. D'accord. Il y a Victor, tu lèves la main. Tu veux Oui, j'en profite parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure quand j'ai parlé du chemsex pour vous expliquer la différence entre le GHB et le GBL. Parce que Fanny, tu parlais d'un dérivé de GHB. Ce qu'on appelle communément la drogue du violeur, c'est le GHB. Donc, le GHB était un produit qui était utilisé, je ne veux pas me faire taper par les doigts par les médecins, mais je pense jusqu'à la fin des années 80 en tant que produit anesthésiant. Il a été interdit il y a quelques années et du coup, on a trouvé un produit qui était similaire, qui se trouvait être un détergent pour nettoyer les jantes et les chromes de voiture ou d'avion, de tout ce que vous voulez, qu'on appelle le GBL. Et quand il est ingéré dans le corps humain, il reproduit la même chose que le GHB. Quand on parle de GHB, généralement, il s'agit de GBL. Et ce produit s'achète sur Internet avec un numéro SIRET. Enfin, je ne vais pas vous donner les tips pour en acheter. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit qui doit être microdosé. S'il y a une trop grosse consommation, ça peut créer des arrêts cardiaques assez rapidement. Ok, d'accord. Et si par exemple un jeune vient, que ce soit Fanny ou toi Victor, vient vous voir en vous disant, bah voilà, je crois que j'ai été à mon insu droguée, quoi. Comment vous travaillez après avec ce jeune, par exemple, vous l'orientez, comment ça se passe? La première chose à faire, c'est déjà d'assurer à la personne qu'on a bien entendu ce qu'elle nous dit. S'il y a eu viol ou relation forcée, c'est de lui demander déjà ce qu'elle veut. Parce que les personnes, entre ce qu'elles veulent et ce qu'on pense être bien pour eux, des fois, il y a une grosse différence. Donc, c'est important d'aller au rythme de la personne et de lui demander ce qu'elle veut. Et après, c'est de lui proposer un accompagnement adapté par rapport à sa demande. Si elle a envie d'aller porter plainte, c'est d'aller porter plainte. Depuis quelques semaines, il est possible, dans certaines conditions, d'avoir notamment, je crois, pour cette journée du 8 mars, pour les violences faites aux femmes, il est possible que les policiers se déplacent dans des structures. Je sais que c'est le cas, notamment, ils peuvent se déplacer chez Réseau. Et nous aussi. Au planning familial. Au planning familial, puisqu'on est sous le même toit que le CIDFF aussi. Donc, c'est soit le planning familial, soit le CIDFF, qui est le Centre de droits des femmes et des familles, qui va prendre en charge et qui va du coup pouvoir avoir accès à une cellule mobile pour porter plainte. D'accord, ok. Mais en tout cas, ce qui est vraiment très important, comme je le disais au début de la présentation sur l'entretien individuel, c'est ne pas présupposer également dans ce cas-là et vraiment faire ce que la personne veut. Enfin, c'est faire avec la personne ce qu'elle a envie qu'on fasse. On est vraiment sur un mode d'écoute active. Hein. C'était pour ça le début de la présentation. C'était vraiment se dire, même si on est sur quelque chose qui peut bousculer le ou la professionnelle, on est vraiment sur un mode d'accompagnement plus doux. Maintenant, après, quand les personnes sont les personnes en danger, notamment les personnes mineures, je vois qu'il y a le passage, donc du coup, les protocoles sont encore différents quand ce sont des personnes qui sont protégées. Il n'empêche que cette prise de temps, cette écoute et ce fait d'aller au rythme de la personne, c'est très important et vraiment de savoir ce que la personne a envie de faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on disait en introduction, c'est que voilà, ça touche à ce qu'il y a de plus intime. La sexualité touche à ce qu'il y a de plus intime. Hein, donc, en effet, ça demande du temps et beaucoup de bienveillance. Ouais, ça, c'est sûr. Ok.
Fanny, du coup, on discute au téléphone, on parlait de formation que le planning éventuellement propose. Nous, on est centre de formation sur le planning familial. C'est un peu un pour partie de l'équipe de dire qu'on essaye de former des gens. Notamment, on a une grosse formation qui conduit au métier d'animation de prévention. Qui démarre en septembre. Je voulais en parler aujourd'hui parce que plus on va être d'acteurs ou d'actrices formés sur la question de la vie relationnelle, affective et sexuelle, plus on va pouvoir réseauter, on va dire, et faire effet boule de neige dans les équipes de professionnels. L'année dernière, par exemple, on a formé une personne de la PJJ qui met en route des actions. Ed nous aide. Il accueille plein de stagiaires, Victor, sur ces questions-là. Voire il les embauche après. Donc, on est vraiment à se dire qu'en interne des structures, on a formé quelqu'un du pige de Carpentras. En interne des structures, il est parfois intéressant de pouvoir avoir des gens qui développent des compétences autour de la prise en compte de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Pas que des jeunes, puisque au planning familial, on intervient dès la maternelle sous un programme qui s'appelle le PRODAS. On ne parle pas de sexualité la maternelle, mais on parle plutôt des émotions et des CPS, des compétences psychosociales. Et puis nous, on fait des groupes de parole jusqu'en EHPAD maintenant. Donc, la chanson dit de 77 ans, on a allergi un peu le chant. Oui. D'accord, ok, super. Donc, du coup, si jamais il y en a qui sont intéressés, je vous laisse vous rapprocher de Fanny pour ces sessions de formation. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des remarques par rapport à ce qui s'est dit? Bon, c'est un petit peu, voilà, on a fait un mix avec tout ce qu'on avait. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent intervenir? Je regarde dans le chat. Je voulais poser la question de la prise de produits lors d'une grossesse, en tout début de grossesse, même quand les gens ne savent pas les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Et je pense que c'est important d'alerter les femmes du risque qu'il y a, parce que c'est à ce moment-là que les produits sont les plus dangereux. Et d'autre part, il existe donc effectivement des consultations préconceptionnelles, que ce soit chez les généralistes ou chez les sages-femmes, et ça peut être important, je pense, d'évoquer le risque de la prise de produits en début de grossesse. Oui. Alors, c'est clairement hyper important. Alors, il y a une question après, je réponds à Philippe. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas, sur ce sujet, si jamais vous n'avez pas… enfin, le dernier Art Café était justement sur grossesse et addiction. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir en replay parce que du coup, on parle un petit peu de tout ça. Et on va, au mois de septembre, faire un Art Café spécifique sur le SAF, donc le syndrome d'alcoolisation fœtale, où du coup, on reprendra aussi toutes ces questions. Mais en effet, il n'y a pas que question de l'alcool, il y a d'autres substances. Et merci de souligner en effet que c'est une période très charnière, ce début de grossesse-là, malgré souvent les représentations qu'on peut avoir sur c'est pas très grave au début de grossesse, mais si, c'est une période assez charnière. Merci Philippe de cette précision. Il y avait une autre question du coup. Alors, bonjour, je fais des interventions auprès des jeunes et je voudrais savoir que faut-il faire après une suspicion de soumission chimique? Est-ce que Victor ou Fanny, vous avez… Alors, on y a un petit peu répondu tout à l'heure en recueillir déjà la parole de la personne. Hein, voilà. Et puis, est-ce que éventuellement vous, de votre côté, c'est des choses… Alors, au vu de cette question, il va y avoir deux choses qui vont être importantes parce que ce n'est pas la même chose si la personne est mineure ou si la personne est majeure. Et jeune, c'est un peu vague. Du coup, dans la question de l'écoute, on va aller travailler ce mot jeune. Donc, si la personne est mineure
il y a un dépôt de plainte qui est obligatoire. Si la personne est majeure, ça va vraiment être en fonction de ce que veut la personne. Donc, au niveau de l'écoute, c'est dire à la personne qu'on l'écoute, on la comprend. Donc, là, en l'occurrence, il s'agirait d'une personne mineure. Donc, s'il y a eu... je ne connais pas bien mais c'est l'orienter vers un médecin légal, je pense, ensuite, Fanny. En fait, je veux bien que la personne ouvre son micro et nous explique un peu la situation de la soumission chimique, parce que là, pour le coup, c'est moi que ça touche mes compétences. Mais je suppose que si c'est une personne mineure, après dépôt de plainte, effectivement, il va y avoir recours à un légiste. Michel, je ne sais pas si tu es là aussi, du coup. Non, Oui. il est parti, Michel Cadar. C'est moi qui ai posé la question parce que j'ai eu affaire à une élève la semaine dernière qui m'a dit qu'elle avait eu un souci en boîte et elle était mineure, elle avait 16 ans et elle pense avoir été droguée et elle m'a dit qu'heureusement que ses amis avaient été là mais elle ne savait pas en fait comment réagir et quoi faire en fait. Et du coup, elle ne savait pas si elle aurait dû aller à l'hôpital juste après ou si elle aurait dû aller voir les policiers. Elle en a parlé à sa maman, mais elle était vraiment dans un état où elle n'était plus consciente, quoi. Et elle m'a dit que c'est pas possible que ça soit dû à sa consommation d'alcool parce qu'elle n'a pas été... elle m'a dit j'ai bu 1 ou 2 verres, pas plus, quoi. D'accord. Et du coup, il y avait sa maman était prévenue, donc je suppose que c'est sa responsable légale. Donc, vous pourriez peut-être vous mettre en contact avec la maman et voir s'il y a un dépôt de plainte ou quelque chose qui a été mis en route. Maintenant, ce qu'il faut travailler, c'est la déculpabilisation aussi souvent, parce qu'on va peut-être envoyer à cette personne, oui, vous avez bu, vous étiez déjà mineur en boîte, vous n'avez pas le droit, vous aviez bu, il y a tous ces remparts en fait qu'il faut aller travailler avant de pouvoir conduire les personnes sur ça. Maintenant, il y a une question de délai aussi. Là, je passe sous ton couvert, Victor, mais je pense qu'il y a des choses qui se voient. Alors, la difficulté du GHB-GBL, c'est que ça laisse aucune trace. Ok. Après, il y a la possibilité si la personne, enfin si le jeune en l'occurrence se manifeste ou même le moins jeune, de pouvoir aussi voir avec le SAMU pour qu'il puisse y avoir un bilan sanguin, voir s'il n'y a pas de substance en effet autre. Et il peut y avoir également après des rencontres avec la CUMP, la cellule d'urgence psychologique aussi pour accompagner la gestion du traumatisme, qui est hyper importante du coup dans ces situations-là pour éviter que ça reste sur du psychotrauma et que du coup ça évolue là-dessus. Donc voilà, en tout cas, faire en sorte de rester le moins seul possible dans cette situation et contacter les structures et les professionnels qui peuvent l'aider. Mais voilà, le SAMU, ça peut être aussi le SAMU, ça peut être aussi une option s'il y a eu, rapidement en tout cas, ils peuvent quand même réagir, notamment par des bilans sanguins. Juste, je voudrais dire, en tout cas, vous pouvez lui dire, c'est pas très rassurant, mais c'est pas la seule effectivement. Et en ce moment, on sait que ça se produit. La peur n'évitant pas le danger, hein, mais effectivement, vous pouvez peut-être lui dire que potentiellement, si elle pense que c'est pas dû à une prise d'alcool et tout, elle est peut-être sur la bonne piste en tout cas. Parce que ça aussi, rester dans le flou sur qu'est-ce qu'on a pris ou qu'est-ce qu'on n'a pas pris, c'est un peu stressant. Oui. Il reste 2 petites minutes. Il y a Laure, du coup. Laure qui a posé une question sur les outils de prévention pour les jeunes vérifient leur verre. Alors, je ne suis pas sortie en boîte depuis longtemps. Les capotes de verre, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas certaine que ça soit super efficace et je trouve ça assez culpabilisant. Mais en tout cas, il y avait, moi dans les boîtes où je sortais il y a quelques années, il y avait des capuchons comme au McDo. En tout cas, là, je reprends un petit peu là, il y a eu sur e-tech Association
Ils ont refait, du coup, c'est sur Facebook, hein, vous pouvez les trouver, c'est Réseau d'addiction aussi. Ils ont fait des petits diapos autour de ça. Et je vais vous redire, là, du coup, avant qu'on clôture, ce qu'eux, ils préconisent donc, pour s'armer face à la soumission chimique et que vous pouvez transmettre à tous les jeunes et moins jeunes, mais voilà, qui vont en soirée. Donc, de bien surveiller son verre en soirée, évidemment. De ne pas accepter le verre d'un inconnu. De se procurer ou de se fabriquer une fameuse capote à verre afin de protéger le breuvage et éviter que quelqu'un verse quelque chose dedans. Voilà, remettre en question la pratique de pousser à boire pour séduire, pour draguer. Alors, je vous dis ce qui est marqué. Hein. Si tu as besoin de boire pour te désinhiber et oser draguer une personne, c'est toi, ton corps et ta décision. Voilà. Et si tu mets la pression sur une personne en poussant à boire pour que cela fasse céder cette personne face à tes avances, c'est juste de la soumission chimique avec de l'alcool, celle qui est loin la plus fréquente. Voilà. Donc, ce qui préconise, en tout cas, c'est évidemment de ne pas s'éloigner de son verre et puis de ne rien accepter finalement de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Et de le protéger au maximum par des capuchons, par des capotes de verre, voilà. Et voilà, si jamais il y a un doute, de ne pas hésiter à demander à ce qu'il y ait un bilan sanguin aussi qui soit fait, c'est une possibilité. Il est 9h01, du coup, on va clôturer là. Fanny, Victor, est-ce que vous souhaitez dire un dernier petit mot Je voudrais remercier tout le monde pour leur écoute. Et puis, voilà. Merci à tous. Merci à Fanny d'avoir préparé ça rapidement avec moi. Enfin, d'avoir été efficace avec moi pour préparer ça. C'était chouette de travailler ensemble. Merci à toi, Marie. Merci à tout le monde et désolé encore pour ce retard C'est pas grave. de stress démoniaque. Et je ne connais pas de paille qui analyse le GHB ou le GBL. Ah oui, parce qu'il y a une question, c'était il n'y a pas de paille qui détecte le GHB, etc. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin des questions aussi à joindre. Hein, je pense, je m'avance, mais Victor ou Fanny. Ah oui, je suis facilement joignable. Voilà. Restez pas avec vos questions si vous avez besoin, ils seront de très bons conseils. Merci à vous deux, en tout cas, de votre présence et merci à tous de votre présence aussi aujourd'hui. Et puis, le prochain Art Café, ça sera sur une thématique très intéressante aussi, sur psychotrauma et addiction. Donc, voilà, j'espère vous retrouver au mois d'avril. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Terminez bien la semaine. Et puis, encore très bonne journée de la femme à toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.